En Corée du Sud, à la fin des années 70, certains villages vivaient encore comme hors du temps. De petites communautés agricoles, isolées, rythmées par les saisons, les récoltes et les croyances anciennes. Des endroits où les traditions chamaniques coexistaient avec le bouddhisme, où l'on redoutait toujours les esprits des morts mal apaisés. C'est dans l'un de ces villages, Sojongri, que s'est produit un phénomène dont les habitants parlent encore aujourd'hui à voix basse. Un mystère qui ne figure pas dans les livres d'histoire, mais qui a laissé une trace durable dans la mémoire locale. Car, en 1979, ce hameau tranquille devint le théâtre d'événements que personne ne sut jamais vraiment expliquer. Des cris étranges, des hurlements la nuit, des rituels impuissants. Une affaire que certains décrivent comme une possession collective, et d'autres comme une hystérie née de la peur et des superstitions. Mais pour ceux qui étaient là, il n'y avait pas de doute. Quelque chose s'était installé dans le village, quelque chose qu'on ne pouvait ni voir, ni chasser facilement. Sojongri, en 1979, n'était qu'un point minuscule sur la carte. Quelques dizaines de maisons en bois, des toits de tuiles et des rizières qui s'étendaient jusqu'aux collines environnantes. On y vivait simplement, presque toujours en famille élargie. Les enfants couraient pieds nus entre les champs, les anciens passaient leur journée assis sur les bancs de bois, surveillant la vie qui s'écoulait doucement. Les habitants connaissaient tous les visages du village. On partageait les travaux, on s'entraidait pour les semailles et les récoltes. La vie semblait immuable, comme si rien ne pouvait vraiment troubler l'équilibre fragile de cette communauté isolée. Mais sous cette routine se cachait une réalité plus invisible, la peur des esprits. Dans les campagnes coréennes, on ne riait pas des histoires de fantômes. On déposait des offrandes au bord des chemins pour apaiser les âmes errantes. On évitait certains endroits la nuit, persuadés qu'ils étaient habités. Et surtout, on faisait appel aux mudangs, les chamans, dès qu'un malheur frappait. Leur rôle était de maintenir l'équilibre entre les vivants et les morts, entre le monde tangible et ce que l'on ne voyait pas. C'est dans ce contexte qu'une famille du village commença à s'inquiéter. Leur fille aînée, une adolescente jusque-là en parfaite santé, se mit soudain à changer. D'abord, ce furent des crises de fièvre et de tremblements. Puis ses yeux semblaient se révulser, sa voix prenait un timbre rauque, presque masculin. Certains disaient l'avoir entendue prononcer des paroles incompréhensibles, comme dans une langue ancienne. Ses parents pensèrent d'abord à une maladie, mais très vite, d'autres enfants du village furent pris des mêmes symptômes, puis des adultes. Les nuits commencèrent à être troublées par des cris perçants, des gémissements que l'on entendait à travers les rizières. Et en quelques jours seulement, ce qui n'était au départ qu'un cas isolé devint une affaire collective, un phénomène qui allait bientôt faire sombrer tout le village dans la peur. Les premiers jours, on pensa à une épidémie. La jeune fille malade fut alitée, entourée de soins simples. Mais ces crises ne ressemblaient à rien de connu. Elle se mettait à trembler sans raison, à grincer des dents, puis à crier d'une voix étrangère, rauque et menaçante. Son père, inquiet, resta éveillé une nuit entière pour la veiller. Il raconta plus tard que, dans le silence, il avait vu sa fille se redresser brusquement. Ses yeux s'étaient révulsés et elle avait parlé dans une langue qu'il ne comprenait pas. Une suite de mots gutturaux, rapides, impossibles à reproduire. Au matin, d'autres habitants du village vinrent signaler des phénomènes similaires. Un adolescent avait été pris de convulsions en pleine rizière, ses camarades affirmant qu'il hurlait, qu'ils arrivaient. Une vieille femme du hameau avait commencé à frapper les murs de sa maison en répétant inlassablement les mêmes phrases jusqu'à ce que ses mains soient en sang. Très vite, le village entier comprit que ce n'était pas une simple maladie. On disait que les possédés semblaient parfois se répondre les uns aux autres, même à distance. Les nuits, on entendait des gémissements et des hurlements synchronisés venant de plusieurs maisons à la fois.
Une peur sourde commença à s'installer. Les enfants n'osaient plus sortir après la tombée du jour. Les hommes évitaient de traverser seuls les rizières. Et tous murmuraient la même chose. Quelque chose s'était emparé du village. En quelques semaines, les cas se multiplièrent. Presque chaque famille comptait un membre atteint. Certains ne parlaient plus, se contentant de fixer le vide, les lèvres tremblantes. D'autres entraient dans des colères violentes, comme poussés par une rage soudaine. La nuit, le village entier résonnait de bruits étranges, des cris perçants, des rires incontrôlables, des coups frappés sur les murs. Un témoin raconta qu'il avait entendu une voix d'enfant l'appeler par son prénom depuis la cour. Mais en sortant, il n'avait trouvé que l'obscurité et le vent dans les arbres. Ce qui glaçait le sang, c'était la manière dont ces crises semblaient se propager comme une épidémie invisible. Un jeune homme qui avait tenté de retenir une voisine possédée fut, quelques jours plus tard, pris lui aussi de convulsions. Certains disaient que la simple proximité suffisait pour contaminer les autres. Les animaux du village réagissaient aussi de façon inhabituelle. Les chiens aboyaient toute la nuit, fixant des coins d'ombre. Les volailles refusaient de rentrer dans certains enclos, comme si elles sentaient une présence invisible. Les familles cherchaient désespérément une explication. Les plus anciens parlaient d'un esprit collectif, d'une malédiction qui s'était abattue sur Saugiongri. D'autres affirmaient que le village avait dû offenser les ancêtres ou négliger un rituel oublié. Mais une chose était certaine, ce n'était plus un simple problème médical, c'était devenu une peur partagée, une peur qui liait tous les habitants. Le hameau vivait désormais dans l'attente d'une nouvelle crise, dans la terreur que le mal ne frappe leur propre maison. Quand plus aucune famille n'osait rester seule, les habitants se résolurent à appeler les Mudang, les chamans traditionnels. Dans la campagne coréenne, on ne doutait pas de leur pouvoir. On les appelait pour bénir une maison, apaiser une âme errante ou lever une malédiction. On dit que 3 femmes arrivèrent, vêtues de robes aux couleurs vives, portant leurs tambours et leurs clochettes de cuivre. Elles dressèrent un autel improvisé dans la cour du village. On y déposa du riz, du soju, des fruits et des morceaux de viande séchée. Les villageois se rassemblèrent autour, serrés les uns contre les autres, leurs visages éclairés par les flammes vacillantes des torches. Au moment où les chamans commencèrent à frapper le tambour, un silence étrange s'abattit, puis, comme une réponse, un cri jaillit d'une maison voisine. Une femme, déjà en proie aux crises depuis plusieurs jours, s'effondra sur le sol, secouée de convulsions. Ses proches la portèrent jusqu'à l'autel. Les chamans entrèrent en transe. Elles dansaient, secouant leurs manches longues, psalmodiant des incantations dans une langue ancienne. Leurs voix s'élevaient, rythmées par les tambours, cherchant à chasser ce qui avait pris racine dans le village. Mais plus elles chantaient, plus les possédés semblaient réagir. Leurs cris se mêlaient aux chants, comme une parodie macabre. Certains riaient d'un rire saccadé, d'autres hurlaient des insultes. On aurait dit que plusieurs voix sortaient de leur corps, profondes, distordues, impossibles à reconnaître. Un ancien raconta que les flammes des bougies s'étaient éteintes d'un coup, comme étouffées par un souffle invisible, et qu'au même instant, une odeur de brûlé avait envahi la cour, sans qu'aucun feu n'ait pris. Les chiens, attachés à l'écart, se mirent à hurler à l'unisson, tirant sur leurs chaînes jusqu'au sang. La cérémonie dura des heures. Quand les tambours se turent enfin, certains possédés étaient tombés inconscients, mais personne ne put dire que le mal avait disparu. Au contraire, on jurait que les esprits s'étaient moqués des chamans, qu'ils avaient joué avec elles. Les nuits suivantes, les crises reprirent de plus belle, et pire encore, plusieurs témoins affirmèrent avoir vu des silhouettes passer entre les maisons, des formes noires, furtives, qui disparaissaient décontentées de les suivre. Même les chamans épuisés,
finirent par refuser de revenir. L'une d'elles aurait confié à un habitant que ce qu'elles avaient affronté à Sojongri n'était pas un esprit ordinaire, mais une force collective, trop puissante pour être apaisée par de simples rituels. Lorsque les rumeurs dépassèrent le village, la peur gagna les hameaux voisins. On murmurait que Sojongri était devenu un lieu souillé. Certains paysans refusaient même de vendre leurs récoltes aux habitants du village, de peur que la malédiction ne se transmette par les objets. La presse locale finit par s'en emparer. Des journalistes vinrent observer ce qui se passait. Leur présence troubla les villageois, qui craignaient que parler à des étrangers attire encore plus la colère des esprits. Mais quelques habitants acceptèrent de témoigner. Les articles de l'époque décrivent une atmosphère étouffante, des volets cloués, des portes verrouillées même en plein jour, et des enfants qui ne riaient plus. On rapporta le cas d'une femme qui, en pleine entrevue, s'était mise à trembler violemment avant de crier que les morts réclamaient leur dû. Le journaliste nota qu'au même moment, une pile de vaisselle s'était renversée toute seule dans un coin de la maison. Certains articles parlèrent d'hystérie collective, une contagion psychologique alimentée par la peur et les superstitions. Mais d'autres, plus prudents, rapportèrent des faits troublants. Des familles entières entendant la même voix d'enfants les appeler dehors. Des villageois affirmant avoir vu des mains se poser sur les parois de papier de leur maison, laissant des empreintes noires. Des animaux retrouvés morts au matin, sans blessure apparente. Un policier local, cité dans un article, raconta qu'il avait entendu des voix venant d'une maison vide, des pleurs de nourrissons, répétés sans fin. Il entra, cherchant une explication rationnelle, mais ne trouva rien. Il n'y avait personne, juste un froid glacial, comme dans une cave en plein hiver. Face à cette médiatisation, les autorités hésitèrent à agir. Envoyer des médecins, les habitants refusaient l'idée qu'il s'agisse de folie. Envoyer des prêtres chrétiens, certains villageois attachés à leurs traditions craignaient d'attiser encore davantage la colère des esprits. Et pendant ce temps, la peur continuait de grandir. Chaque nuit semblait plus lourde que la précédente. Chaque famille se demandait qui sera le prochain. Au début de l'hiver 1979, le village de Sojongri n'était plus le même. Les récoltes avaient été négligées, les familles vivaient recluses, et même les plus courageux évitaient de sortir à la nuit tombée. On disait que l'air lui-même était devenu lourd, comme si la montagne voisine veillait sur le village avec une présence hostile. Les possédés, épuisés, sombraient dans des états de torpeur inquiétants. Certains restaient des heures, les yeux fixés au plafond, sans bouger. D'autres éclataient soudain en crise de rage, brisant tout sur leur passage avant de retomber dans un mutisme complet. Le village ne dormait plus. Les nuits étaient rythmées par les cris, les bruits sourds et les pleurs. Alors, une ultime tentative fut organisée. Les anciens décidèrent d'inviter non pas un mudang, mais plusieurs. On raconte que ce sont 6 chamans qui, ensemble, vinrent une dernière fois poser leur tambour dans la cour centrale. Le rituel dura toute une nuit. Les possédés furent placés en cercle, entourés de bougies et d'encens. Les chamans frappaient le tambour sans interruption, leurs chants se croisant, formant une mélodie obsédante. Et puis, vers l'aube, quelque chose changea. Les cris s'éteignirent. Les possédés, un à un, s'effondrèrent dans un sommeil profond. Les bougies vacillèrent, puis s'éteignirent toutes seules, comme si la nuit elle-même reprenait ce qui lui appartenait. Le lendemain, le village retrouva un silence qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Les malades se réveillèrent, désorientés, mais sans aucun souvenir précis de ce qu'ils avaient vécu. Certains restèrent marqués, traumatisés, incapables de parler de cette période. D'autres refusèrent toute leur vie d'évoquer ce qu'ils avaient vu ou entendu. Mais une chose était sûre, le phénomène s'arrêta aussi brutalement qu'il avait commencé, sans explication,
sans trace visible, comme si quelque chose avait décidé de repartir. Aujourd'hui encore, Sojongri reste associé à ce mystère. Les anciens qui ont vécu ces événements n'aiment pas en parler. On dit que même des décennies plus tard, certains habitants évitent de prononcer le nom du village après la tombée du jour. Pour les sceptiques, il ne s'agissait que d'une hystérie collective, alimentée par la peur, la misère et les superstitions. Mais pour ceux qui y étaient, il n'y avait aucun doute. Une force invisible avait pris possession du village. Une force que ni les prières, ni les chamans, ni les autorités n'avaient réussi à contrôler. La possession collective de Sojongri n'a jamais été expliquée. Aucun document officiel n'existe, sinon quelques coupures de presse jaunies et des témoignages dispersés. Mais la mémoire orale, elle, persiste. Et elle raconte encore qu'en 1979, un petit village du sud de la Corée est devenu le théâtre d'un cauchemar éveillé. Un lieu où les habitants n'étaient plus maîtres de leur propre corps, où les nuits étaient peuplées de cris venus de plusieurs bouches à la fois. Un village où, pendant quelques mois, les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'étaient brouillées. Et si le calme était revenu depuis, beaucoup croient encore que le sol de Sojongri garde en lui l'écho de ces voix, qu'il suffit de tendre l'oreille, un soir de vent, pour entendre à nouveau les cris de ceux qui, un hiver de 1979, n'étaient plus vraiment eux-mêmes.